En cette soirée fatidique, tout semblait habituel et rien ne laissait présager l'arrivée imminente d'un malheur. La mère préparait le dîner et sa fille, la petite Marie, était occupée à jouer avec ses poupées dans sa chambre. De temps en temps, la petite demandait à sa mère quand papa allait enfin rentrer de son travail. Les premières fois, Madame Collins lui répondait en lui souriant. « Mais sois donc patiente, ton père va arriver bientôt. Il ne disparaîtra pas, tu sais bien qu'il travaille pour gagner de l'argent. » Mais alors que le temps passait et que son mari n'arrivait toujours pas, Claire commença à s'inquiéter. 1 heure de plus passa dans une attente angoissante. Puis le téléphone sonna. Madame Collins se précipita vers le téléphone et fut la première à décrocher. La petite Claire sourit joyeusement et pensa que son papa avait décidé d'appeler pour dire qu'il serait en retard. Mais quand elle vit le visage de sa mère, éclatant en sanglots alors qu'elle tenait encore le téléphone dans ses mains, elle ressentit un profond malaise. Les larmes coulaient sur le visage de Madame Collins, car ce n'est pas Michael qui téléphonait, mais plutôt son patron, pour lui annoncer une terrible nouvelle. Son mari venait de se tuer dans un accident du travail, car le câble auquel il était attaché s'était rompu et le malheureux monteur avait fait une chute de plus de 20 mètres. L'enterrement de son père et les regards emplis de culpabilité de ses collègues de travail allaient à jamais rester gravés dans la mémoire de Marie. Mais à ce moment, elle pensait que tout cela était une sorte de blague ou de plaisanterie stupide. Sa prise de conscience survint bien plus tard, lorsque faute d'argent, la famille se retrouva aux prises avec de grandes difficultés financières. Car en plus de devoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, Madame Collins devait payer la location de l'appartement où elles habitaient. Et malheureusement, les dépenses de la petite famille dépassaient ses revenus, si bien que Marie et sa fille ne pouvaient pas manger à leur faim. De sorte que lorsque Larry, qui avait 10 ans de plus qu'elle, entra dans la vie de Claire, celle-ci n'hésita pas longtemps et s'accrocha à lui comme une naufragée à sa bouée de sauvetage. C'est en partie pour cela que Larry Parker n'eut pas de difficulté à persuader Claire de déménager avec lui dans un autre état, là où il avait sa propre demeure. La malheureuse veuve n'avait guère le choix, alors elle accepta la proposition de ce nouveau prétendant. Il s'avéra d'ailleurs que Larry ne mentait pas et qu'il avait bien sa propre maison dans le Montana. Cependant, Larry Parker, considérant cela comme un détail sans importance, omit d'informer Claire de ses problèmes d'alcool. Dans un premier temps, le problème ne semblait pas trop évident. Mais plus Larry et Claire vivaient ensemble, plus l'homme s'enlisait dans son alcoolisme et ses beuveries. Claire faisait ce qu'elle pouvait, mais il semblait impossible de convaincre Larry de modifier son mode de vie. D'autant que très souvent, il étayait ses arguments par des gifles et des coups de poing. C'est ainsi que Marie grandissait comme un petit animal pris au piège, dans une atmosphère permanente d'alcoolisme et de scandale, en plus de ses propres problèmes. Au fil du temps, à cause de cette vie si difficile, la santé de Claire se détériora sous les yeux de sa fille. Un soir, après une nouvelle soirée lourdement alcoolisée de son compagnon, le cœur de Claire défaillit. Marie, qui avait alors 15 ans, appela une ambulance, mais malgré les efforts des médecins, Madame Collins ne put être sauvée. De toute évidence, le fragile cœur de cette femme, encore jeune femme, ne put résister plus longtemps aux difficultés que sa vie avec Larry lui imposait. C'est ainsi que Marie se retrouva orpheline. Après le décès de Claire, le beau-père de la jeune fille se mit à boire de façon encore plus effrénée, faisant de la vie de l'adolescente un véritable enfer. Lentement, 3 pénibles années s'écoulèrent, remplies d'une désespérante routine et des odieuses pitreries de Larry, qui, entre autres choses, avait des vues sur sa belle-fille. Anticipant les problèmes, Marie avait depuis longtemps préparé ses bagages et s'était assuré le soutien d'une amie qui avait promis de l'accueillir en cas de problème. Et une nuit, alors que Larry était encore plus ivre que d'habitude, il décida de passer à l'action et, enfonçant la porte de la chambre de sa belle-fille, il se précipita sur elle. Mais l'agresseur n'avait pas pris en compte le fait que, ayant grandi dans une atmosphère permanente de menaces et de peur, Marie s'était depuis longtemps préparée à se défendre si nécessaire. De sorte que, alors que le beau-père débauché était assis au pied du lit avec le nez cassé, la jeune fille prit rapidement les affaires qu'elle avait préparées depuis longtemps et quitta la maison. « Salope, ordure, pourriture ingrate, je t'ai logé, je t'ai nourri, je t'ai habillé. Et voilà comment tu me remercies de ma gentillesse. »
s'écria Larry en mettant de la glace sur l'arête de son nez. Heureusement, Catherine recueillit Marie comme elle le lui avait promis. « Merci ma chérie, si tu savais comme je suis heureuse d'avoir quitté la maison de mon beau-père », s'exclama la fugueuse une fois en sécurité. Comprenant qu'elle ne devait pas vivre en parasite chez son amie, Marie se mit à la recherche d'un emploi dès le lendemain. Au début, personne ne voulait engager cette jeune fille sans expérience professionnelle, mais la chance finit par lui sourire dans un petit café où elle fut engagée pour travailler comme serveuse. Malgré le maigre salaire, Marie aimait son travail, d'autant qu'elle pouvait garder les pourboires qu'elle recevait et ainsi améliorer ses revenus. La jolie et énergique jeune fille attira rapidement l'attention des habitués de l'établissement, et particulièrement celle de Ryan King, un étudiant de l'une des plus prestigieuses institutions du pays. Le jeune homme avait depuis longtemps déjà pris l'habitude d'atteindre les objectifs qu'il se fixait. Et en voyant Marie la première fois, il la convoita immédiatement. Des bouquets de roses et de gentils compliments firent l'affaire et quelques mois après leur première rencontre, la jeune fille était déjà une habituée de la maison des King. Malheureusement, la mère de Ryan ne portait pas la jeune fille dans son cœur et ne se gênait pas pour le faire savoir à son fils. « Pourquoi as-tu besoin de cette pauvrette ? Elle n'a pas de famille, pas de proches. Elle n'est pas de ton milieu et tu le sais. Si tu veux la fréquenter, fais-le, mais ne l'épouse pas et surtout, ne fais pas d'enfant avec elle. » Ryan écoutait sa mère en rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux. Et au fond de son cœur, il s'émerveillait de la perspicacité de sa mère. Le piquant de la situation est que Marie, 3 jours auparavant, avait annoncé à son compagnon qu'elle était enceinte. Mais comme chacun sait, tous les secrets finissent tôt ou tard par être connus. Ainsi, Madame King dut tolérer sa belle-fille détestée entre les murs de sa maison pendant toute la durée de sa grossesse. La naissance du petit Bruce aurait pu réconcilier Patricia King avec les luttes de son fils, mais en réalité, les choses empirèrent encore. Lentement, 3 années remplies de scandales et de querelles familiales s'écoulèrent. Le volage Ryan, ayant trouvé un emploi après l'obtention de son diplôme dans l'une des grandes entreprises commerciales de la ville, laissa toute la responsabilité de l'éducation de son fils à Marie, qui devait supporter en outre les commentaires désagréables et les reproches incessants de sa belle-mère. « Ce n'est pas mon petit-fils, tu as trompé mon fils, mais tu ne peux pas me tromper. Je vois bien qu'il ne ressemble pas du tout à mon Ryan, dit un jour Madame King, la voix pleine de colère. La pauvre Marie, essayant de se soumettre, pour ne pas rendre la situation encore plus pénible, consacrait tout son temps libre à son petit Bruce. Parfois, lorsque les paroles de sa belle-mère se faisaient particulièrement cruelles, la jeune femme sanglotait le visage dans l'oreiller la nuit. Mais la nouvelle de la liaison de Ryan avec sa supérieure vint à bout de la patience de Marie. Le mari infidèle passait ses nuits avec cette jeune femme lascive et avide d'hommes qui lui promettait une belle carrière. Sans rien dire à sa belle famille, où tout le monde la détestait, Marie fit finalement ses valises et partit avec son petit enfant dans les bras chez son ami. Bien sûr, comme la première fois, Catherine l'aida et l'accueillit. Mais elle laissa rapidement entendre discrètement que Marie devait trouver un nouvel endroit pour vivre le plus rapidement possible. Comme elle n'avait pas vraiment le temps de chercher du travail, elle reprit son ancien travail au café, où elle avait rencontré Ryan 4 ans auparavant. Seulement maintenant, elle devait combiner son travail et son devoir de mère, et c'était très difficile. Il arrivait souvent que Mary se présentât au travail avec des cernes sous les yeux et tombant littéralement de fatigue. Bien sûr, cela ne plaisait pas à ses employeurs. Et les clients accordaient beaucoup moins d'attention à cette serveuse émaciée et laissaient par conséquent moins de pourboire. Un jour, pendant le service de Marie, un homme âgé entra en titubant dans le café en serrant sa pomme contre sa poitrine. Une employée indignée demanda alors au vieil homme, avec un dédain non dissimulé, de quitter immédiatement l'établissement, croyant que le pauvre homme était ivre. En guise de réponse, celui-ci devint pâle et s'effondra sur le sol en cherchant son souffle. Alors que les clients et le personnel du café regardaient la scène sans savoir quoi faire, Marie garda la tête froide et appela une ambulance. De sorte que, grâce à l'habileté des médecins et à l'aide de la jeune serveuse, le vieil homme put être sauvé. L'homme âgé, qui s'appelait Louis Carter, avait eu une crise cardiaque. Et lorsqu'il se rétablit, et que les médecins l'autorisèrent à poursuivre un traitement ambulatoire, il alla voir Marie au café et lui dit « Merci, mademoiselle.
Vous m'avez sauvé la vie. Alors laissez-moi vous remercier. Je vis seul dans une grande maison, je n'ai ni femme ni enfant, et je n'ai pas besoin de tant d'espace. Alors venez vivre chez moi avec votre fils, et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez. » Marie, très touchée par cette générosité, et fatiguée d'errer dans les hôtels et les auberges, accepta avec plaisir. Monsieur Carter s'avéra être un homme de parole, et il attribua la moitié de sa maison à Marie et au petit Bruce, qui aimait beaucoup la demeure du vieil homme. Malheureusement, la santé de Monsieur Carter était très compromise, et moins de 7 mois plus tard, il fut à nouveau victime d'une crise cardiaque. Le vieil homme appela Marie auprès de lui, et, lui prenant la main, lui chuchota « C'est la fin, ma chérie. Je suis en train de mourir, tu comprends? Je t'ai légué tous mes biens par testament, mais ce n'est pas l'essentiel. Dans ma grange, sous l'établi, il y a une boîte. Tout ce qu'elle contient vous appartient à toi et à Bruce à partir de maintenant. » « Allons, Monsieur Carter, ne vous précipitez pas vers la mort, je reviens tout de suite, » lui répondit doucement Marie en composant le numéro d'urgence. Mais cette fois, la vie du vieil homme était gravement menacée et il fut immédiatement admis aux soins intensifs. Marie revint de l'hôpital dans un état de grande détresse. Monsieur Carter avait besoin d'une opération très coûteuse pour laquelle, bien sûr, elle n'avait pas d'argent. Essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues, la jeune femme se souvint soudainement de ce que le vieil homme lui avait dit avant de partir pour l'hôpital. Ouvrant la porte de la grange avec la clé, elle alluma et trouva l'établi sous lequel se trouvait la boîte dont Monsieur Carter avait parlé. À sa grande surprise, la boîte était lourde. Et quand Marie souleva le couvercle, elle vit qu'au fond, parmi des chiffons huileux, se trouvaient des pépites d'or de la taille d'un œuf de pigeon. Inutile de dire que la jeune femme fit preuve d'une grande sagesse dans l'utilisation de cette richesse et qu'elle prit une partie de l'argent provenant de la vente de l'or pour payer l'opération de Monsieur Carter. Elle apprit plus tard que les pépites du vieil homme lui avaient été laissées par son fils, qui avait péri quelque part dans une mine en Alaska bien des années auparavant. Monsieur Carter considérait que cet or était maudit et après la mort de sa femme, il préféra ne plus s'en approcher. Mais en fait, entre des mains compétentes, cette richesse lui donna une seconde vie aux côtés de Marie et du petit Bruce. Et c'est ainsi qu'il devint, pour ce dernier, le meilleur grand-père du monde.